Bonjour à tous, merci de commencer la journée avec RCF, il est 8h10, c'est l'heure du grand invité et ce matin, alors qu'après un mois de mouvement social se profile une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, notre grand invité est un député de la majorité, un Lyonnais, marcheur de la première heure. Avec lui, nous allons tenter de voir comment la République en marche est au diapason de cette réforme et quelle sortie de crise est envisageable aujourd'hui. Bruno Bonnell, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Rhône, membre de la République en marche. Dans une autre vie, avant 2017, vous étiez entrepreneur. Vous êtes connu pour avoir fondé Infogrames, longtemps pionnier en matière de jeux vidéo. Vous êtes ensuite passé à la robotique, secteur dans lequel vous avez créé plusieurs entreprises. Vous étiez un proche de Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut dire que vous faites partie de l'aile gauche de la majorité ? En tout cas, j'ai toujours dit que j'ai toujours voté à gauche. Ceci dit, l'art de cette majorité, ça a été de faire la convergence d'idées, de bonnes idées de tous les bords et justement de transformer cet axe gauche-droite en axe progressiste qui, à mon avis, est la vraie mesure de la politique de demain. Alors justement, est-ce que vous pensez que cette réforme des retraites, elle est porteuse de progrès social ? Elle est plus fondamentale que ça. Cette réforme des retraites, elle est fraternelle, au sens noble de notre Constitution. Savoir qu'elle fait vraiment elle met en avant cette fraternité, c'est-à-dire la responsabilité individuelle est au service du collectif. Et ça, je crois que c'est ça la fraternité, ce qui est différent d'une solidarité ou d'une charité, notamment sur votre antenne, qui est bien connue. Je pense qu'il faut comprendre que quand on parle d'un âge d'équilibre, effectivement, ce qu'on dit, c'est qu'une personne qui est en bonne santé, qui n'a pas eu de critères de pénibilité à subir, qui est en activité, c'est-à-dire qui n'est pas un senior au chômage, malheureusement il y en a trop, eh bien oui, elle accepte de décaler son départ à la retraite de 2 ans, parce que c'est un effet qui se coule. D'un côté, elle va contribuer en travaillant à des cotisations pour les retraités, et d'un autre côté, bien évidemment, elle ne touche pas une retraite puisqu'elle est en activité. Eh bien ça fait partie pour moi de ces critères d'équilibre de cette retraite. Parce qu'on en oublie tout l'aspect, on est polarisé, cette sorte d'âge pivot, on oublie tout l'aspect de régulation sociale que ça amène. La retraite par répartition, c'est une société humaine dans laquelle les gens ne sont pas laissés pour compte et justement qui, quelle que soit la carrière qu'ils ont eue, ils auront, et c'est le projet de loi qui est là, un minimum 1 000 € et 85% du SMIC à l'avenir. Ça, c'est le minimum pour vivre demain. C'est probablement pas assez, mais c'est déjà un énorme effort de la société. Et effectivement, des gens vont travailler plus pour les autres aussi. Donc cette idée de fraternité, je crois qu'il faut la rappeler dans cette réforme. Il faut arrêter d'être obsédé par la technicité de la négociation. Oui, je pense qu'on va en sortir, objectivement. On est au-delà du gué. Hein. Il y a un proverbe basque qui dit c'est quand on a passé le gué qu'on sait combien la rivière est profonde. Je pense que les grands moments de discussion, les postures, sont derrière nous. Et là, nous sommes actuellement dans des négociations qui sont sérieuses, qui sont probablement difficiles, mais qui vont aboutir. Alors, Bruno Bonnell, vous avez évoqué beaucoup de choses dans cette première intervention, on va revenir point par point, mais quand même aujourd'hui, il y a des milliers de Français qui vont faire grève, qui vont descendre dans la rue, alors des cheminots, bien sûr, des profs, des avocats, mais pas seulement, hein. Chaque jour, la liste s'allonge. Vous comprenez quand même leur inquiétude, leur colère ? Ah mais je la comprends parfaitement, mais je leur répète, attention, c'est pas chacun pour soi et la France pour tous. Je pense que nous devons faire nation. Je pense que nous devons prendre conscience que cet enjeu des retraites, il est fondamental. Vous pensez que les Français qui descendent dans la rue, ils défendent leur petit précaré ? Ah ben je pense effectivement qu'il y a de la volonté, de l'inquiétude légitime à dire ah oui mais nous on avait une certaine situation, on n'est pas d'accord. Moi je dis la chose qu'il faut se rappeler, c'est par exemple prenons les avocats. On parle peu des avocats, on parle beaucoup des cheminots, on parle peu des avocats. Incontestablement très bien gérés. Incontestablement, ils ont entre guillemets une réserve, une sécurité pour les retraites aujourd'hui. Mais la démographie des avocats va changer. Et on sait déjà qu'à l'horizon de 10, 15 ans, 20 ans, eh bien, ils auront besoin de la fraternité nationale en retraite. Et ça va s'inverser. Sauf si ils augmentent leur cotisation retraite, ce qui n'est pas d'actualité. Ils acceptent de baisser les pensions de retraite, ce qui n'est pas d'actualité. Donc logiquement, il va falloir qu'on trouve un équilibre financier pour que toute la nation, nos enfants et nos petits-enfants aient un accès à la retraite. Bruno Bonnell, comment vous expliquez qu'après un mois d'une grève très dure, les Français soient toujours favorables à ce mouvement, que les Français soient partagés en deux? Alors d'abord, de votre antenne à partir de Paris, où vous rayonnez dans la France entière, il y a bien deux France. Hein. Il y a une France dans laquelle qui subit terriblement, et notamment les gens en plus grande précarité. Parce que je vous rassure, vous m'avez invité ce matin, j'ai appelé un taxi, j'ai attendu plus longtemps que d'habitude, mais je suis venu.
Alors que quelqu'un qui habite en couronne parisienne et qui est obligé de se lever à 5 heures du matin pour aller travailler à 7 heures, ce sont qui? Ce sont les femmes de ménage, ce sont les aides-soignantes, ce sont les gens qui ont des difficultés, qui sont en précarité. Donc là-dessus, j'ai une grande compassion à leur égard. Ceci dit, il y a d'autres territoires français où la grève a très peu d'impact. Elle est symbolique. Donc effectivement, vu de loin, vu à travers les médias, on a probablement beaucoup plus de compassion pour cette grève. Mais fondamentalement, l'essentiel, est-ce que c'est pas de garantir une retraite pour tous, pour demain et d'une façon pérenne? Donc encore une fois, je répète ce mot de fraternité, il me semble essentiel de dire attention, nous sommes un pays qui a un contrat social. Le contrat social, c'est la retraite par répartition, parmi d'autres choses, et il est fondamental de la préserver. Vous parlez de contrat social, Bruno Bonnell, mais quand on écoute les gens, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance qui s'est brisée. Ils ont été engagés au titre d'un contrat et on leur dit le contrat est changé, finalement, vous allez travailler plus longtemps. Mais écoutez, je pense qu'encore une fois, on a une transformation. L'engagement du président de la République, dès le départ, a été de dire on fait face à un bouleversement du monde et on doit adapter notre France à ce monde-là. Ce monde, il est devenu effectivement, avec heureusement une démographie qui a évolué, et notamment on atteint des âges plus nobles en moyenne qu'auparavant, et donc on a une structure sociale qui a changé. Donc on entre également, pour beaucoup d'entre nous, dans la vie active plus tard que prévu. Donc je pense que ce qui va sortir de cette discussion, c'est évidemment un arbitrage entre un âge d'équilibre, une durée, certainement, de travail, et encore une fois, pour des gens qui n'ont pas des critères, je répète surtout, de pénibilité, un mythe qu'il faut tuer. L'âge dit pivot, l'âge d'équilibre, ça ne veut pas dire que tout le monde part à la retraite à 64 ans. Ça veut dire que la moyenne, qui est actuellement de 63,4 ans, je le rappelle pour les gens en activité, la moyenne des retraites, c'est à 64 ans. Il y aura, pour des critères de pénibilité à définir avec les partenaires sociaux, on partira plus tôt. Et puis des gens, moi j'en fais partie, j'ai 62 ans, je sais qu'à 2 ans, je ne suis pas à 2 ans de la retraite, je travaillerai probablement jusqu'à 67 ou à 68 avant de demander ma retraite, et ça fera donc ces fameux équilibres au niveau du pays. L'erreur du gouvernement, Bruno Bonnell, et c'est le reproche de la CFDT et de l'UNSA, n'est-ce pas, d'avoir voulu réformer notre système de retraite et d'avoir en même temps voulu repenser son financement? Alors est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une responsabilité? Moi je suis un père de famille. Père de famille, il dit il y a un budget. Hein. Et puis si c'est pour faire des promesses en l'air en remettant le financement à plus tard, on nous aurait reproché exactement l'inverse. On nous aurait dit, notre opposition notamment, nous aurait dit ah oui, vous faites des belles promesses mais on ne sait pas les financer. Donc là l'idée c'était de rentrer en position de responsabilité. Maintenant je crois que la main tendue du Premier ministre à dire ok, on va discuter sur un conseil de financement à condition qu'on soit d'accord sur l'essentiel, c'est qu'il faut trouver un point d'équilibre. 3 paramètres, le niveau des cotisations, le niveau des retraites et effectivement l'âge d'équilibre. En dehors de ça, aujourd'hui, je n'ai pas entendu une seule personne faire une proposition, mis à part des propositions farfelues du type « on n'a qu'à créer 1 million d'emplois ». C'est sûr que s'il y avait 1 million d'emplois de plus en France, on aurait moins de problèmes de retraite. Si on regarde la scène politique en France aujourd'hui, on assiste à un duel entre Édouard Philippe et Laurent Berger, le leader de la CFDT. Comment le gouvernement a-t-il pu se mettre à dos un syndicat qui était à l'origine favorable à cette réforme? Écoutez, moi je crois qu'il faut aussi prendre la considération un peu plus globale. Monsieur Roland Berger, qui par ailleurs est un homme extrêmement respectable et que j'apprécie beaucoup, il n'est pas l'alpha et l'oméga de cette négociation. Hein. Nous avons heureusement... Vous allez négocier avec la CGT? Mais évidemment qu'il faut négocier avec la CGT, même s'ils ont des positions et des postures qui semblent aujourd'hui radicales. Évidemment qu'on ne peut pas négliger ces personnes. D'abord, il faut respecter et écouter ce qu'ils ont à dire et essayer de les convaincre. Donc une négociation, c'est une conviction. On rentre dans un débat. Quand j'entends parler de reculade, c'est pas des reculades. Une négociation, c'est d'abord on prend une posture, on se met un peu en garde, puis ensuite on avance. Chacun fait un pas vers l'autre. Le gouvernement a fait un pas en disant pourquoi pas la conférence de financement. Monsieur Berger dit non, mais moi je veux rien savoir sur l'âge pivot. Au bout de la route, s'ils sont d'accord sur le point qu'il faut un équilibre budgétaire, et monsieur Berger l'a répété, on va trouver la solution. Mais est-ce que le gouvernement ne paye pas là son mépris pour les corps intermédiaires et la démocratie sociale? C'est un reproche qui lui a souvent été fait. Écoutez, moi je suis un peu surpris, j'ai été vice-président de la loi Pacte, et dans la loi Pacte, il y a marqué que nous voulons renforcer au contraire l'engagement syndical au niveau des gens. On considère effectivement par constat qu'il est finalement assez marginal dans de très nombreuses entreprises. Eh bien, on a même proposé que des gens se forment, avoir des crédits pour que les gens qui s'engagent dans l'action syndicale puissent aller se former.
Donc ça, c'est la structure réelle de ce que nous avons fait. Après, il y a effectivement la perception de ce qui est fait, tout ce qui tourne autour de ce gouvernement qui mépriserait les corps intermédiaires, alors que sur le terrain, le dialogue est constant, les accords d'entreprise qui font aussi partie des discussions avec les corps intermédiaires sont en train de se construire. Donc encore une fois, les faits sont têtus. Hein, le bœuf est lent, mais la terre est patiente. Et au bout de la route, on reconnaîtra bien qu'il y a effectivement des transformations dans ce pays qui sont en train de s'opérer. Mais pour vous, c'est sûr, le gouvernement ne va pas céder sur l'âge pivot ? Ah non, mais moi, c'est pas. Non, attendez, il n'est pas question de savoir si on va céder sur l'âge pivot. La France a besoin d'un âge d'équilibre pour garantir ses retraites. Alors, est-ce qu'il y a une autre solution ? Est-ce qu'on va assouplir à la marge? Est-ce qu'on va linéariser? Est-ce qu'on va paramétrer? Enfin, tout ce qui est ces mots techniques de la technocratie de Bercy, oui, ils feront entre guillemets, leur salade. Ce que les Français doivent comprendre, c'est que derrière, il y aura pour nos enfants. Fassent confiance à cette technocratie de Bercy ? Mais on est obligé de faire confiance. Ce sont des gens de grande qualité aussi. Ils ont leur caractère, mais ils connaissent les chiffres, ils ont la réalité des faits. Donc, en projection, ce que je veux, en tant que citoyen français, père de nombreux enfants, je veux que nous ayons pour les enfants et pour les petits-enfants, qu'ils soient de Paris ou de ma circonscription à Villeurbanne, demain, c'est-à-dire de la France entière, demain, des retraites payées. Ça, c'est le plus important. Et le reste est de la négociation quasiment maintenant technique et administrative. Et il faut arrêter le moment des postures. Mais aujourd'hui, c'est inéluctable. On doit travailler plus longtemps. Mais quand on est en bonne santé, quand on est en activité aujourd'hui, est-ce que, d'abord, il y a beaucoup de Français qui se posent la question, est-ce que j'ai envie d'arrêter plus tôt ? Moi, je rencontre aussi pas mal de gens qui disent non, mais moi, vous savez, je ferai avec plaisir quelques années de plus. Mais surtout, il faut réfléchir à cette idée que ça permet d'avoir un système beaucoup plus équilibré au niveau de notre pays. Envie de travailler plus longtemps, c'est si on met de côté la pénibilité, et on sait que la définition de la pénibilité est très compliquée. Alors on prend le cas des cheminots avec des boulots très durs, on prend aussi le cas des profs. Comment est-ce qu'on calcule la pénibilité d'un métier de prof ? Eh bien, vous touchez là le cœur du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de rester à la surface des choses, en éructant et pénibilité et pénibilité, il faut rentrer dans le détail et savoir effectivement quels sont les critères. Vous savez, il y a ce débat sur le fait pourquoi avons-nous retiré certains critères. Oui. Il y avait un critère qui s'appelait les postures, un critère sur les postures de pénibilité. Très difficile à définir, et du coup on en était arrivé à dire si ça vous met en incapacité, c'est-à-dire en handicap de 10%, on considérera qu'il est valable, mais si ça ne le fait pas, on ne le considérera pas. Et des gens disaient mais non, mais c'est pas vrai, mais ça ne me met pas en handicap, mais c'est quand même pénible. La pénibilité, ça doit être juridiquement déterminé avec les partenaires sociaux. Et vous avez raison de parler du stress, de la charge mentale. Est-ce qu'une femme, par exemple, qui doit s'occuper également beaucoup de son foyer par obligation familiale, évidemment, c'est des critères de pénibilité qui sont différents de celui d'un homme. Donc oui, il faut rentrer dans le détail de ces pénibilités, et c'est là que les partenaires sociaux ont un rôle majeur à jouer sur comment on va le juger, comment on va faire l'arbitrage. Ils ne le jouent pas ? Mais je ne dis pas qu'ils ne le jouent pas, je dis qu'en refusant pour certains syndicats tout simplement la retraite à points, et en jouant uniquement sur l'obsession de l'âge pivot comme espèce de point rouge, ligne rouge infranchisable, je crois qu'on oublie que les négociations à côté, qui sont tout aussi complexes, doivent être ouvertes, et j'espère d'ailleurs j'en suis même persuadé qu'on va trouver des solutions. Bruno Bonnet, là vous pointez du doigt l'attitude des syndicats, mais est-ce que le gouvernement de ce côté n'a pas joué le pourrissement de la situation ? Écoutez, moi je crois que c'est le contraire, on nous reproche justement depuis 18 ou 24 mois d'avoir eu des débats dans tous les sens. C'était là un peu la période de M. Delevoye. Il n'y a pas de pourrissement dans cette histoire. Il y a juste une position. Il y a des gens qui décident de faire la grève. Un gouvernement qui a essayé plusieurs fois de tendre la main. Je crois que dans une négociation, il y a aussi une question de rapport de force. Et chacun veut montrer son rapport de force. C'est pas parce qu'un syndicat un peu dur décide de vouloir le rejet de la retraite, rejet de la réforme de la retraite, alors on va céder. Non. Je crois que une des caractéristiques de ce gouvernement, c'est qu'on a fait tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a annoncé, et notamment... Même ce que vous n'aviez pas annoncé, parce que la réforme du financement de la retraite, ça c'était pas... L'âge pivot, c'était pas dans les promesses. Non, c'était effectivement pas dans le programme, mais l'âge pivot, je pense que c'est une responsabilité du gouvernement, et je crois que le Premier ministre Édouard Philippe a eu raison de dire, on ne peut pas
faire une promesse aussi fondamentale de transformation que la retraite à points et des équilibres sociaux pour les femmes d'agriculteurs, pour les femmes de commerçants notamment, 38% des femmes aujourd'hui touchent moins de 1 000 € par mois de retraite, eh bien, on ne peut pas faire cette retraite sans prendre conscience qu'il y a une responsabilité économique à faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de cette grève. Comment on sort par le haut de cette situation ? On sort par le haut justement en disant maintenant aux syndicats, vous avez montré ce que vous vouliez montrer, je crois que les choses sont claires, et la journée d'aujourd'hui devrait être normalement, à mon avis, être un point final, quitte à la réallumer plus tard, mais à un moment donné, il faut libérer un petit peu toutes ces personnes qui sont dans ces contraintes terribles, notamment les franciliens. Deux, il faut que tout le monde accepte que le concept même de cette retraite, le gouvernement ne reviendra pas en arrière, c'est un engagement de campagne, on veut aller vers une transformation de notre retraite en système à points. Un petit détail, les 150 heures par exemple par trimestre, qui était une contrainte pour donner des points pour la retraite, eh bien il tombe. C'est-à-dire que dès que le premier moment où vous travaillez, un boulot, un job haché, un petit job, oui, vous rentrez dans le système de retraite. Ce sont des avancées sociales. Cette réforme à points n'est pas un recul social. Eh bien il faut comprendre que nous le ferons. Nous le ferons par conviction. Alors à partir de là, il faut en discuter les détails. Eh bien ça fait partie des négociations qui doivent continuer. Merci beaucoup Bruno Bonnel d'avoir été notre grand invité ce matin. Je rappelle que vous êtes député du Rhône et membre de La République En Marche. Merci beaucoup. Merci à vous.